Le temps est le temps de l'information sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. À la une de cette édition, ils sont 230 Camerounais à avoir connu l'enfer sur terre du côté de la Libye. Ils ont regagné Yaoundé hier soir à partir de l'aéroport international de Yaoundé, Simalène. De nombreux Camerounais tentés par l'aventure, rattrapés par des sévices nombreux et les pratiques d'esclavage en Libye. Des histoires rocambolesques à raconter. Certains très fatigués et même touchés par la maladie, d'autres les femmes enceintes, allaitantes. Ils sont tous de retour et dans cette édition vous écouterez ces Camerounais de retour au pays natal. Avec au cœur de cette édition un invité, il revient justement de l'enfer libyen. À la une du journal également, Yaoundé et ses poubelles, pas un seul marché sans tas d'immondices. Malgré les initiatives de nettoyage qui sont prises dans la capitale politique du Cameroun, les poubelles vous accueillent et dictent leurs lois. Comment gérer cet état, ces poussées des poubelles dans la capitale politique du Cameroun? Grand reportage, mais réflexion également autour des opérations marché propre. Le cas du marché Mokolo sera abordé dans cette édition. C'est une nouvelle page qui se tourne pour l'histoire politique du côté du Zimbabwe. Le vice-président chassé comme un malpropre par Robert Mugabe est revenu en grande pompe. Emerson Mnangagwa pourrait d'ailleurs être intronisé vendredi prochain comme chef de l'État. Le retour à la normalisation, selon certains, est désormais signalé du côté du Zimbabwe. Mesdames, messieurs, voilà pour la vitrine du journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Ils sont donc de retour au Cameroun, 230 au total. Ils sont arrivés très tard hier à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Tous ont pratiquement le même discours. Ils ont vu de leurs propres yeux les réalités de l'enfer. L'enfer sur terre baptisé Libye. Des images sont difficiles, des témoignages poignants. Ils sont pris en charge pour la plupart aujourd'hui médicalement. Des femmes enceintes, certaines avec des enfants. Beaucoup d'entre eux fatigués et malades. C'est une dure histoire dans ce cahier d'un retour au pays natal raconté par Maxino Tchabak. Très tard dans la nuit du mardi à mercredi dernier, la nouvelle se confirme. Des centaines de Camerounais récemment maltraités en Libye atterrissent à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Tous vêtus de jogging de couleur bleue, blanche et noire. Parmi eux, des femmes enceintes et même presque à terme, mais également des enfants. Plus de la moitié étant affaiblis physiquement car rongés par des maladies. Un détail important dont les pouvoirs publics camerounais ont anticipé en installant un service médical sur place pour examiner chaque immigré avant d'entrer au Cameroun. Les cas les plus urgents sont tout de suite évacués vers un hôpital de la ville, tandis que les autres sont d'attendre sur place pour remplir certaines modalités non révélées à la presse. Mais derrière ces émotions qui peuvent traduire la satisfaction de rentrer chez soi encore vivant, se cachent des témoignages hallucinants. Tous les gens frappent le courant, comme moi, j'ai fait 4 prisons. Première prison, j'étais chez Ali Ghetto. On a kidnappé notre convoi en fait. Les armes nous ont kidnappés où on a perdu 3 Camerounais. On a tiré sur 3 Camerounais. 5 mois sans chaussures, sans habits, sur les montagnes. Le vent qui est là, le froid qui est là. À manger, n'a pas à manger. On te tabasse, tu ne peux pas chier, tu ne peux pas uriner, tu ne peux rien faire. Donc tu vois l'avantage de la douche. La simple douche qu'on insulte là. Si vous connaissez l'importance de la douche en Libye, si vous connaissez l'importance de l'eau à boire en Libye, c'est que les gens ne vont pas jouer avec la douche. Le matin, everybody home side, on vous tabasse, 4 hommes sur vous, bâton, on vous tabasse. Ça c'est même un détail même que tu ne dois même pas garer pour ressortir. Même toutes ces femmes-ci, quand tu vois, elles sont rebelles aujourd'hui. Elles ont enlevé les habits. Elles ont enlevé les habits pour barrer les caleçons. Pour qu'on se retrouve là. D'autres ont été violés, d'autres même là, elles ont des enfants qui, peut-être le père même on ne le connaît pas. C'est aussi par la voix de ces ressortissants camerounais qu'on va apprendre que la traite des Noirs en Libye n'est pas qu'une affaire des Libyens. Nos propres frères qui nous frère. Un frère titré comme ça là. Nos propres frères.
Ils te vendent Il y pour a rien. deux là qui n'ont pas pu voyager Ils aujourd'hui te parce vendent que pour 100 s'ils venaient là, c'est que tout le monde... 100 dinars, ça ne vaut pas 100 000. Que je sois 70 000. Ils voulaient voyager avec nous, alors qu'il fait partie de ceux qui nous vendent. Au moment où nous quittons l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, les forces de l'ordre sur place procédaient aux identifications. De retour au Cameroun, leur pays d'origine, après des années de souffrance en Libye, que deviendront-ils dès le lendemain? Invité de cette édition du 20h, Fabrice Manga, que vous avez vu dans ces images, connu sous le petit nom de Mao, rescapé, retour au pays natal. Fabrice, lorsque ces images sont ainsi projetées, vous vous dites, vous êtes un chanceux. Je ne peux pas appeler ça de la chance. Pour moi, ce n'est pas de la chance. On peut dire, c'est, comme on dit chez nous, pour tous les aventuriers, c'est Dieu la force. Parce qu'il n'y a pas la chance, c'est Dieu qui décide. Donc pour moi, c'est Dieu la force et tout. Vous êtes d'accord qu'on compare la situation que vous avez vécue en Libye comme un enfer sur terre? L'enfer, c'est la Libye. Il n'y a pas d'autre enfer que la Libye, c'est la Libye. Déjà, un pays où il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas d'arbre, rien ne pousse. Pour vous, c'est quoi? C'est l'enfer, non? Il n'y a pas à manger. Il n'y a même pas d'oiseaux. C'est que c'est l'enfer. C'est la Libye. Il n'y a rien à dire. Vous êtes parti en aventure, comme tous les autres jeunes qui sont rentrés de cette façon. Vous avez connu la prison, environ 4 mois, passé en prison. 4 fois la prison. Vous avez été également vendu, kidnappé. Pourquoi cela? Comment on justifie ça du côté de la Libye? Déjà, j'ai mille excuses déjà. Pour moi, je ne vais pas insulter le peuple libyen, mais je trouve déjà qu'ils sont assez feignants. Parce qu'il n'y a pas un Libyen qui sait travailler déjà. Et pour nous Noirs, qui avons été attrapés, vendus ou kidnappés ou quoi que ce soit en Libye, déjà on n'a pas quitté le chenou pour aller en aventure en Libye. Bon, la malchance ou la chance a voulu que ce soit la dernière étape pour nous avant le paradis, qui est l'Europe. C'est l'Europe, c'est l'Italie. Oui, l'Europe, ça peut être l'Espagne, ça peut être l'Italie, mais c'est l'Europe, mais pas la Libye. Mais si vous essayez un peu de prendre la carte et vous regardez de Zabrata, parce que c'est à Zabrata que ça se passe, d'autres disent Tripoli, mais c'est Zabrata. On est à 3 heures de l'Italie. Donc, la dernière étape, qu'il pleut, qu'il neige, ça ne peut qu'être la Libye. Mais il n'y a pas un seul aventurier qui est arrivé en Libye et a dit j'abord je vais perdre le temps à Tripoli. Pour travailler un peu, avoir un peu d'argent. Oui, comme ça se passe en Alger. Ça se passe en Alger, il y a un qu'on appelle la Passade. Il y a plein de Camerounais qui vont s'allier, plein d'Africains même, en général. En Libye, ça n'existe pas? Non, en Libye, ça n'existe pas. Un noir qui se balade là comme ça, là. C'est un peu comme si c'était un porc et puis que tu voyais un mousse là et puis tu voulais... Ça se passe comment lorsqu'on vous kidnappe ou on vous attrape? Ça se passe comment? Moi, je vais un peu parler de mon cas. Absolument. Déjà, la base, c'est d'abord nos coxeurs. Le coxeur, c'est qui? C'est celui qui te prend d'ici jusqu'en Libye ou d'ici jusqu'à X ou Y où tu veux aller. La base vient d'eux. Parce que c'est le coxeur qui sait ce que tu as dans tes poches. C'est lui qui a eu l'occasion de causer avec toi. Parce que déjà, la somme que toi tu verses chez lui, ce n'est pas la même somme qu'il verse aux Arabes. Généralement, on va vous dire qu'il faut arriver en Italie, il faut 1,3 million, 1,5 million. Du côté de l'Espagne, on va vous dire 2,5 millions. Parce que le Beaux-Arts, comme on dit, Beaux-Arts, c'est l'entrée. Quand vous avez mis celui que vous appelez le coxeur vous prend, oui. Il est censé vous aider à arriver au moins dans votre destination souhaitée du côté de l'Europe. En Libye, qu'est-ce qui se passe? En Libye, ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez déjà, vous allez trouver plein d'autres personnes. Par moment, on dit qu'il faut 130 pour remplir le Zodiac avant de vous pousser. Par moment, on dit qu'il faut 250 pour remplir le Zodiac avant de vous pousser. Il n'y a même pas de chiffre exact. Il y a des jours comme ça où vous êtes plus nombreux, on met 200. On vous pousse comme ça. Il y a les jours où le coxeur ne veut pas payer les Asma Boys. Asma Boys, c'est en principe ceux qui sont censés vous kidnapper dans la mer. Si vous payez normalement vos droits, ils vont vous laisser passer. Ils n'ont rien contre vous. Le problème, c'est
Ils ont besoin de sous. Ils ont besoin d'argent. Voilà. Si déjà vous avez versé 200 000 à votre coxeur pour traverser de Zabrata pour l'Italie, et que votre coxeur, lui, vient et donne 50 €, qui est à peine 32 500 à l'arabe. Ce qu'on a vu, ceux qui sont vendus, ils sont utilisés à quoi? Dans les plantations, puisqu'il n'y en a pas véritablement en Libye. Ils servent à quoi les esclaves qui sont vendus? Bon, je vais prendre le côté des femmes d'abord, avant de prendre le côté des hommes. Pour les femmes, ils sont vendus dans ce qu'ils appellent l'Enganda. Déjà, l'alcool est interdit à Libye. Dans l'Enganda, c'est un peu des petits coins où on va vous vendre la goro, qui est, disons, comment j'appelle ça? Qui peut être le truc du village, là. Le chanvre indien? Non, le dentol, en fait. C'est un truc qu'on a mélangé avec du sucre et la levure. On a fermenté pendant 6 jours. Et puis on vous le revend. Comme ça, ça saoule. Donc il y a des gens qui viennent boire ça. Et après, ils attrapent une ou de vos sœurs. Comme ça. Ça, ils sont obligés de faire parce que ça, on vous a vendu pour faire ce travail. Et quand vous allez déjà travailler votre argent, quand vous avez remboursé même déjà l'argent, le Libyen encore vous revend à son frère qui va vous utiliser aussi dans son truc. Ainsi de suite. Juste à ce que vous fanez. Ça, vous allez voir beaucoup d'entre nos sœurs aujourd'hui. On a eu l'impression à l'aéroport qu'elles étaient... Mais je ne vais pas leur juger. Elles sont sérieusement traumatisées. Elles sont très traumatisées, elles sont très fortes. On en a vu qui sont d'ailleurs enceintes. Il y en a qui ont ramené des enfants. Elles ne peuvent pas dire dans quelles conditions elles sont tombées enceintes, par exemple. D'abord, beaucoup d'entre elles ne connaissent pas exactement le vrai père. Parce que d'autres ont été obligés de faire certaines choses, par moment peut-être parce que l'argent ne suffisait pas. Il fallait forcément te pousser. Ok, la seule chose que tu peux que donner, c'est ton corps. Si tu n'as pas de sous. Et les hommes, ils servent à quoi lorsqu'ils sont vendus? Les hommes, c'est des esclaves à vie parce que, déjà, on nous utilise pour créer des cabinets, des fouilles et bâtir la maison. Vous avez fait tout cela? Non, moi, je n'ai pas fait ça. Moi, on m'a plus conditionné à payer de l'argent. Parce que quand on m'a kidnappé pour la première fois, on était au nombre de 17. On devait rejoindre une vague de 13 qui nous attendait déjà à Benoualik. À Benoualik, ce qui est bizarre, c'est parce que les 13 avaient l'habitude d'appeler notre corseur tout le temps. Il faut venir nous enlever ici. Les gens viennent nous regarder tous les jours ici, c'est grave. On risque de nous vendre. Donc, où les 13 attendaient que nous, on vienne compléter, avait déjà été vendu. Et nous-mêmes, à la base, en venant, on avait déjà été vendu, autant pour moi. On ne sait pas, ça pouvait être notre coxeur, comme X, je ne sais pas qui. Mais quand nous sommes entrés, ils ont directement exigé un taux qui était 1 500 € à la base. Après, ils sont allés à 2000. 2000. Parce que quand je vois peut-être quelqu'un qui va me dire les photos ou les paroles ou les messages ou les voices que je fais à les membres de ma famille pour demander de l'argent, ce n'est pas des trucs inventés. Justement, parlons des trucs inventés, comme vous le dites. On est en train de lire sur les réseaux sociaux. Certains pensent que c'est des photos qui ont été montées pour que les États africains ramènent leurs fils chez eux et limiter l'immigration. Il y en a qui pensent justement que c'est une façon pour l'Occident de vouloir occuper à nouveau la Libye. Lorsque vous apprenez tout cela et que vous avez vécu l'enfer, vous vous dites qu'on est totalement hors sujet. À force d'y penser, même par moment, je me dis, si j'exprime vraiment l'être que j'étais auparavant, celui-là agressif, parce que j'avais la rage de percer pour l'avenir de mes filles, parce que j'en ai 5 et un garçon. D'abord, l'aventure n'a jamais été dans ma tête. Jamais. J'avais un bon travail, je travaillais à l'immigration, le système Sénac, avec le civil dans la police. En vendant le système Sénac pour Gimalto, c'était quelque chose de bien parce qu'on allait, comme on vous dit, le Cameroun qui tire vers l'émergence. Vous vous retrouvez là, du jour au lendemain, on vous dit vous êtes, comment je dois dire, viré. Parce qu'il faut diminuer l'effectif. Comme ça, en plein deuxième trimestre. Une fille, là, elles vont devenir quoi, des prostituées demain. Je suis encore jeune. Donc je me suis dit,
J'ai vendu tout ce que j'avais et puis j'ai pris la route. Donc pour les photos, pour revenir à le sujet, il n'y a pas une photo qui a été cliquée. Il n'y a pas une seule photo. Les premières photos, même à la base, a été filmées par mon ravisseur. Parce que je me bagarrais tous les jours avec ma soeur qui disait « Fabrice, je te connais. Par moment, tu mens quand tu bois. » Ça, c'est vrai. Par moment, tu mens quand tu veux aider quelqu'un. Tu es prêt à tout. Ou si tu veux aider quelqu'un, quand tu n'as même pas l'argent, tu veux montrer que tu as. Ce jour, c'est le jour où on m'a bastonné et j'ai mangé ce que j'avais fait. Ma merde, je l'ai mangé ce jour à cause de ça. Parce que, l'arabe trouvait que je prenais trop de temps au téléphone. Et lui, il ne te donne pas son téléphone pour que tu fasses la, comme il disait tout le temps. Non, c'est pas la. Si tu as donné le téléphone aujourd'hui, c'est pour que le code soit là demain. Et on attendait le code en Turquie ou c'était au Soudan. Ils ont 3 pays. Je n'ai pas envoyé. Et comme leçon, pour servir de leçon aux autres, on va passer à la casserole. En tout cas, on a enregistré plusieurs témoignages qui sont suffisamment concordants. On va sortir par là. Aujourd'hui, qui est coupable? Globalement, on a accusé des Libyens, mais on apprend également des bouches de ceux qui sont revenus au pays que même de nombreux Camerounais sont complices. Ils sont impliqués dans une sorte de mafia de commerce des Noirs. C'est pas faux. Comme je disais au départ, c'est le corsaire qui a eu le temps de te voir face to face. Ça veut dire qu'il lit déjà, toi tu es porteur ou bien toi tu n'es pas porteur. Ça veut dire que toi on peut déjà te vendre à l'instant où tu signes un contrat avec lui. Parce qu'en temps normal... Vous les rencontrez ou les corsaires ici au Cameroun? Oui. C'est des Camerounais? Oui, j'ai eu le numéro par un de mes neveux, qui aujourd'hui est déjà en Italie, je vais taire son nom. Absolument. Oui, qui m'a envoyé le numéro. Et celui-là, tu ne peux pas l'avoir en appel normal. Il n'y a que sur WhatsApp. Je vais taire son nom aussi parce que lui et moi, on n'a pas encore réglé le compte. Très bien. On reviendra certainement de façon un peu plus large sur le film de ce vécu assez difficile du côté de la Libye. Mao, merci. Je sais que depuis hier, 2 heures du matin, vous n'êtes pas encore reposé. Il a fallu œuvrer et manifester toute votre disponibilité pour être là. On vous dit grandement merci. Yaoundé, certainement, ressemble à un paradis aujourd'hui, mais vous allez également constater que ce paradis n'est pas total parce qu'on a encore de nombreuses poubelles dans la ville de Yaoundé, notamment dans les marchés. Le service de nettoyage semble être en panne. Certains marchés s'identifient par ces nombreuses poubelles. C'est dans ce reportage. Situé en plein cœur de la capitale Yaoundé, le marché d'un Fundi s'apparente à bien des égards à un dépotoir. Téné, c'est à d'ordure juché au centre du marché, non loin duquel se vendent les denrées alimentaires de tous ordres à même le sol, non loin des eaux usées. Une situation des plus déplorables, eu égard aux dangers sanitaires encourus par les occupants de cet espace marchand très fréquenté. Et ce n'est pas bon même pour la santé. Les produits qu'on vend, les mêmes mouches qui sont là à la poubelle, les mêmes mouches viennent se poser sur les marchandises. Autre lieu, même constat désolant, le marché des Toudis. Ici, la poubelle se dresse majestueusement à l'entrée du dit marché. Malgré ce visage hideux de la place marchande, les marchandises se vendent comme des petits pains, et ceci sur ce tas d'ordures pour lequel un droit de place est d'ailleurs payé auprès des services de la commune de Yaoundé 1er. Nous payons le ticket pour vendre au marché, donc nous ne pouvons pas vivre au dehors de ça. Et ça nous donne les maladies à tort à travers, comme vous voyez là. Dépassé par les événements, obligé de faire avec, la commune ayant déserté, tout comme la société en charge du ramassage des ordures. À Biémassi, la situation a quelque peu changé, tout comme au marché Mvokatang Nambala. Sensibilisation des commerçants ou peur des poursuites judiciaires, un peu comme indique cette plaque du quartier Siméon. Seul l'avenir nous le dira.
Et à Yaoundé, les marchés ont décidé d'être organisés, une initiative appuyée par la communauté urbaine avec ce qu'on appelle les journées de propreté. Le marché Mokolo à Yaoundé, c'est le mercredi de propreté. Par exemple, aujourd'hui, les boutiques sont censées rester fermées, les commerçants sont censés prendre balais et autres pour toiletter cet environnement commercial, sauf qu'ils ne sont toujours pas présents. Les initiatives ne sont généralement pas très courues. Michel Siretjungi. Marché mort à Mokolo comme tous les mercredis, jour de propreté. De l'extérieur, boutiques et autres espaces de commerce sont fermés. La circulation est fluide. Quelques camions de la société Isacam font la navette. Ils procèdent à la collecte des ordures. Également visible, des groupes de jeunes à pied d'œuvre. Un comité d'animation dans le marché qui ne s'occupe que du marché. Maintenant, il y a un comité d'animation dans le quartier qui a un président qui ne s'occupe que de la propriété dans le quartier. Vêtus de choisir, ils s'attellent au curage des caniveaux bouchés. Un travail fait avec munitie sans tenir compte des dangers. Pour ce jour de propreté, la mobilisation n'y est pas chez les commerçants. Seuls quelques-uns s'attellent au balayage et au ramassage des ordures. On balaye et on cherche les enfants qui ont les brouettes, ils partent déposer. Donc ils viennent quelquefois rien que pour venir ramasser les tas qu'on a fait. Face à l'insuffisance des brouettes, les jeunes pousseurs du marché sont associés contre une quelconque rémunération. Dans les brouettes qui sont dans le marché et on les paye. Tous les jours quand on les appelle, si tu l'appelles, il te dit normalement que ce tas, s'il y a 5 tas, tu dois me payer ou bien 500 000 francs sur les 5-6 tas. Malgré tout ceci, la saleté combattue reste visible avec des ordures ça et là et les rigoles bouchées. Ce qui fait dire que l'objectif recherché n'est pas atteint. La journée de mercredi était faite pour que ces commerçants viennent maintenant travailler. Eux, ils ont leur magasin, le mercredi fait, mais ils ne viennent pas travailler. La mission principale de fermer le marché a réussi, mais en retour maintenant, ces commerçants restent chez eux au lieu de venir faire la propriété au marché. Certains commerçants profitent plutôt pour faire des travaux de réfection. Les cordonniers poursuivent leur activité sans gêne. Les grandes boutiques restent opérationnelles. Comme pour dire que le mercredi de propreté au marché Mokolo est facultatif. Pourtant, il devrait être obligatoire ce mercredi de propreté au marché Mokolo. C'est le même cas dans les marchés de la capitale économique du Cameroun, Douala, où on ne participe pas toujours à ces journées retenues pour la propreté. Je vais vous présenter le bois camerounais sous plusieurs coutures, plusieurs visages. Il peut être transformé et donner des magnifiques objets qu'on peut regarder dans ces premières images. Le bois camerounais est exposé à Yaoundé depuis quelques heures maintenant et tout le monde le sait, ce bois est source de richesse. Le salon organisé par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises a été ouvert ce jour à Yaoundé. L'objectif étant de mettre en valeur l'importance du bois, ses ressources économiques. Que dire, que constater, que peut-on retenir de ce salon? Florent Zanga. Le bois constitue pour le Cameroun une véritable mine d'or, souvent négligée par les populations locales, mais qui pourtant peut servir sous toutes ses formes, même en état de déchet. Ici, l'une des plus grandes devises à l'exportation au port de Douala est le bois. Ça veut dire que la même quantité d'argent qui rentre dans les caisses de l'État pourrit s'en bourse. Donc c'est pour tout dire. Ça veut dire que si on pouvait récupérer rien que ce bois, moi je pense qu'on ferait des routes, on construirait énormément notre pays. C'est donc une véritable source économique et de développement s'il est bien exploité et les richesses bien reparties. Nous appelons sur une même table les forestiers, les artisans, le bois pour que le projet de récupération de bois soit effectif et que ça bénéficie à tous les Camerounais, pour qu'aucun arbre ne soit plus coupé vraiment pour transformer les œuvres, pour que le bois devienne moins cher pour tous les Camerounais qui veulent réaliser leurs œuvres. Pour les organisateurs du tout premier salon du bois, de l'artisanat, de la décoration et du développement des communautés locales, qui se veut une vitrine pour les jeunes et une interface entre le gouvernement et les communautés locales, il s'agit de faire vivre aux visiteurs les richesses du Cameroun sous toutes ses composantes faites à partir du bois. Comme nous voulons développer le Cameroun, comme nous tenons à l'émergence à l'horizon 2035, nous devons mettre en place une politique véritable qui conduise à la transformation d'au moins un tiers de notre bois. Une opportunité pour les investisseurs de s'intéresser aux communautés locales et aux richesses touristiques du Cameroun.
il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses absolument formidables à découvrir. Et on se rend compte qu'en réalité, le bois c'est une incroyable richesse et qu'on n'a pas de raison de faire disparaître notre bois sans vraiment en tirer le maximum. Le salon s'étend sur 10 jours et le ministère des Petites et Moyennes Entreprises encourage les jeunes dans de telles initiatives qui se veulent promotrices d'emploi. Et puis comment faire pour relever le niveau de l'édition dans la sous-région? C'est l'objet de la conférence régionale qui table sur l'édition et qui a été ouverte aujourd'hui à Yaoundé par les soins du ministre des Arts et de la Culture, Nassis Mouelé Kombi, qui parmi les déclarations enregistrées aujourd'hui annonce pratiquement une meilleure gestion de l'industrie du livre au Cameroun. Ce ministère parle également de l'octroi de licences à 5 sociétés de gestion des droits d'auteur et l'élaboration du plan d'action d'édition et du livre pour essayer de relever justement le niveau du livre dans notre pays et notamment dans la sous-région. Parlant justement du livre, vous avez certainement fait le constat, dans les établissements scolaires au Cameroun, les bibliothèques se font rares. Lorsque ces bibliothèques existent, le taux de fréquentation qui est suffisamment faible, les élèves n'y vont pas, même si certains rayons présentent quand même de nombreux ouvrages. Marceline Toussier. Dans plusieurs établissements scolaires à Yaoundé au Cameroun, la disparition ou l'absence des bibliothèques scolaires est constatée. Ici, par exemple, des mesures sont prises pour qu'une bibliothèque soit mise à la disposition des élèves. Mais en attendant, ces derniers doivent se munir impérativement des manuels scolaires au programme. Nous sommes en train de mettre sur pied une bibliothèque et pour le faire, nous avons d'abord consulté les bibliothécaires de la ville, tous les experts en bibliothèque. Ailleurs, par contre, un stock important de livres est mis à la disposition des élèves et même du public. Nous avons les dictionnaires, nous avons des romans, nous avons des manuels scolaires appropriés pour chaque matière, physique, mathématiques, histoire, géographie. Et on a même d'autres encyclopédies qui peuvent permettre aux élèves, bref, de se détendre. Même si on relève cependant que le taux de fréquentation baisse chaque jour du fait des TIC. On a même constaté une baisse de fréquentation depuis un certain temps parce que les élèves, avec l'avènement des TIC, les élèves ont leur téléphone, il y a Google, là où ils peuvent de temps en temps chercher ce qu'ils ont à chercher. Le débat est alors ouvert. Oui, que les TIC permettent un accès plus facile, permettent d'avoir un contenu beaucoup plus éparpillé de manuels. Mais ce qui est vrai, c'est que les TIC, l'ordinateur ou alors le site internet ne remplacent pas un manuel. On pense déjà à l'avènement des bibliothèques numériques. Le livre est également retrouvé dans les bibliothèques municipales. À Yaoundé 6e par exemple, enfants et adultes s'y abonnent pour améliorer leurs connaissances. Nous avons un taux de fréquentation d'élèves, d'étudiants, de parents eux-mêmes et du personnel de la bibliothèque qui est satisfaisant. Tout compte fait, le livre occupe une place importante dans la formation de l'élève, d'où l'approche par compétences. La politique de développement du football africain est en marche. Le nouveau top management de la Confédération africaine de football a décidé d'engager une tournée africaine. Le président de la CAF a été reçu en audience au Congo par Denis Sassou Nguesso, le président congolais. Les deux personnalités ont parlé justement de cette politique de développement du football africain. Sylvestre Messi. Il est venu écouter les conseils du sage. Revitaliser la Confédération africaine de football par des profondes réformes. C'est l'une de ses grandes ambitions à l'origine de son élection en mars dernier à la tête de la Confédération africaine de football. C'est aussi l'objet de sa tournée dans les capitales africaines, afin de mettre en œuvre la nouvelle politique qu'il entend instaurer au niveau de l'instance supérieure du football en Afrique. On est convaincu que nous ne pouvons pas gérer la Confédération sans la bénédiction de nos aînés. Donc c'est pour cette raison que nous sommes partis après le président de l'Union africaine, voir les doyens des chefs d'État africains pour demander des bénédictions et voir les différents aspects où nous pouvons coopérer ensemble. Dans le viseur du président de la CAF, l'organisation des compétitions, la formation et la mise en valeur des infrastructures. Pour cela, un partenariat avec le Congo est envisageable. Nous sommes très sensibles lorsqu'on voit un gouvernement qui investit autant dans le football, dans le sport d'une manière générale,
On a visité hier, on a eu la chance avec le ministre qui nous a amené visiter le site où on a organisé les Jeux africains. On était très impressionnés. Ce sont des sites qui nécessitent une rentabilisation. Et l'organisation des compétitions internationales font partie des éléments pour préserver, pour maintenir ces infrastructures au standard où ils étaient construits. Donc, sachez qu'on a abordé cette question. Signalons que la CAF fait désormais partie des instances de l'Union africaine. Pascal Nganga Ndiaye qui signait donc cet élément tourné depuis Brazzaville au Congo. Je signale qu'à la fin de cette édition, on aura un petit temps additionnel avec notre invité rapatrié de Libye qui aura vécu également l'enfer, peut-être pour les derniers conseils. Au Zimbabwe, c'est définitivement une page de l'histoire qui s'est tournée, celle de Robert Mugabe après 37 ans de règne. Le vice-président qui avait été chassé comme un malpropre est donc de retour. Il a été accueilli de façon triomphale dans les rues d'Harare. On annonce éventuellement son intronisation vendredi prochain. Mathieu Wamba. Longtemps resté sous l'ombre de Robert Mugabe, Emmerson Mnangagwa, qui avait été limogé et contraint à l'exil, est de retour à Harare. Cet ancien compagnon et vice-président était attendu par les populations pour prendre les commandes de l'État, un rôle que lui reconnaît la Constitution. Il sera investi vendredi comme nouveau chef de l'État d'une république qui sort peu à peu des troubles qu'elle a connus pendant plus de 3 semaines. Après la démission de Mugabe rendue hier à l'Assemblée nationale, c'est une nouvelle page de l'histoire du Zimbabwe qui va désormais s'écrire avec, à la manœuvre, un homme du sérail. Emmerson Mnangagwa apporte néanmoins de l'espoir dans la continuité à un peuple qui avait à cœur de tourner la page des 37 ans de règne sans partage du vieux Sphinx. En 24 heures, le Zimbabwe connaît des scènes de liesse énormes, expression d'une oppression longtemps contenue. Souriant et sûr de lui, c'est cette image qu'a donnée Emmerson Mnangagwa à la face du monde au moment où il a atterri à l'aéroport militaire de Harare cet après-midi, au devant d'une foule immense et des autorités militaires dont le chef d'état-major, le général Chiwanga, et la classe dirigeante au complet. Visiblement, le crocodile, comme il se fait appeler, aurait été absous de tous ses péchés par le peuple. Fabrice Manga, vous êtes donc de retour au Cameroun. Comment vos filles vous ont-elles accueilli? Je ne les ai pas encore vues parce que je n'ai pas eu le temps depuis le matin. Avec les ONG qui nous ont dit, nous ont logés, qui n'ont même pas pris la peine de nous entretenir parce que personne de nous n'a rien bouffé. Même pas, certains n'ont même pas eu des chambres où dormir. Donc, j'ai pas eu le temps. Ça va arriver en tout cas. Lorsqu'on observe, on a eu à le constater tout à l'heure, lorsqu'il fallait faire un peu de maquillage, on a l'impression que votre visage, votre corps a subi. C'est quoi les séquelles des cellules? Je suis déjà à presque 7 à 6 mois sans bain, sans avoir pris un bain. 7 mois sans prendre un bain. 7 mois sans prendre un bain. Il n'y a pas d'eau en Libye? C'est trop salé et le peu d'eau qu'on vous donne, c'est pour boire. Donc, c'est pas pour se laver. On ne se lave pas en prison, comme on dit. Dans ces conditions, si vous avez un cas de maladie, qui s'occupe de vous? Personne. La plupart, on concrète les blessures avec des mégots de cigarettes. On soigne la toux avec la même chose, dans les résidus de la cigarette qu'on lèche. Et puis, on mange le couscous. Algérien, on mélange avec le sucre, et puis on a l'énergie, et puis la vie continue. Vous avez vu certains mourir devant vous? Plusieurs. Les Camerounais? Toutes les communautés, tous les pays africains. Et comment on gère les dépouilles? Déjà, d'abord, par moment, on balance le corps là. Vous allez dormir peut-être 3 à 4 jours avec le même corps. C'est quand ça sent trop, vous le reportez et puis vous chargez dans le pick-up, eux-mêmes ils vont le balancer. La plupart du temps, on prend 2 boabas. Les boabas, c'est les noirs qui contrôlent les noirs. Ils vont l'enterrer et puis la vie continue. La vie continue, il n'y a aucune structuration. Est-ce qu'il y a une communauté du Cameroun? Il y a des gens qui parlent au nom de l'État du Cameroun là-bas? Excusez-moi, je ne vais pas insulter le représentant camerounais parce que franchement, pour lui, c'est la foutaise. On a dit 250 personnes
on est arrivé ici à 230 personnes. Déjà parmi les 230 enregistrés, beaucoup ont voyagé avec des papiers qui n'étaient pas pour eux déjà. On va dire 130 personnes ont été enregistrées normalement et 100 personnes ont juste voyagé parce que les personnes qui avaient normalement été enregistrées n'ont pas pu voyager parce qu'eux-mêmes déjà ont été revendus par notre soi-disant représentant, franchement, qui fait lui-même le Barnabé en tant que représentant camerounais. Ça, excusez-moi, le chef d'État devrait revoir son personnel, hein, parce que là... En tout cas, vous dites exactement la même chose. Hein. Ceux qui sont revenus parlent également de ces rapports assez difficiles avec celui qu'on considère comme le représentant du Cameroun de ce côté. Lorsque vous voyez comme ça l'enfer, vous avez côtoyé la mort au quotidien. Mao peut-il reprendre la route de l'aventure? Je ne vais pas reprendre la route de l'aventure, mais je vais reprendre la route de la vie. Parce que quand on dit... Vous avez passé 8 mois sans vivre pratiquement là-bas. C'est petit. Si je suis vivant, ça veut dire que j'ai 300 vies en moi, pas 100. Et j'ai gagné la guerre des 300. C'est la vraie guerre qui commence maintenant, parce que mes filles sont encore petites, donc je recommence l'aventure. Mais pas pour la Libye, mais pour la vie, pour mes enfants et ma famille. Donc pour moi, l'aventure, ça serait tous les jours maintenant. Vous êtes au quartier Nkolndongo, les jeunes là-bas sont très sensibles à l'aventure. Ils vont venir vous rencontrer, vous allez leur demander de ne pas tenter? Je ne peux pas conseiller à un jeune de ne pas prendre la route. Parce qu'en prenant la route, on apprend aussi beaucoup. En prenant la route, on peut repasser. En prenant la route, on peut réussir. Donc je ne peux pas conseiller à quelqu'un de ne pas prendre la route. Parce que déjà, ce qu'on vit ici, ce qu'on vit à l'extérieur, nous cherchons le meilleur pour nos familles, pour nos gens, et pour les gens qui ont confiance et foi en nous. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va dire à l'autre, prends pas la route. Vraiment, moi, je ne peux pas. Et lorsque vous allez rencontrer, on l'espère, les autorités camerounaises, quel est le discours que vous allez leur tenir pour qu'ils vous maintiennent sur place au Cameroun? Déjà, je suis chez moi, déjà au Cameroun. Je suis camerounais. Je suis autochtone. Donc, je suis fier déjà d'abord d'être chez moi. La seule chose, le ménage déjà d'abord, ça doit commencer chez eux, avant de regarder les immigrés ou les rapatriés. Ils doivent déjà commencer par faire le ménage chez eux. Parce que s'ils avaient fait le ménage chez eux, je ne serais pas en chômage, je ne serais pas en route pour l'aventure. Et 250 personnes normalement seraient rentrées. Et ces 250 personnes normalement devaient être reçues, comme ils ont dit. Ils sont arrivés à minuit. On nous a fait sortir de l'aéroport à 2 heures. On est arrivé à 4 heures. On n'a rien bouffé. D'autres n'ont pas eu de chambre. Jusqu'à 17 heures, où j'ai quitté encore de l'endroit pour venir ici chez vous. Rien. Personne n'avait rien bouffé ni boire quelque chose. À part les papiers où on dit, non, financer le projet, passer lundi, on va attendre lundi. On espère que ça va s'accélérer du côté des autorités, mais on a vu depuis dimanche dernier l'élan de solidarité des Camerounais. Vous avez eu à intervenir sur les antennes de Vision 4. Il y en a qui se mobilisent pour vous trouver un peu de moyens afin au moins de rentrer au Cameroun et d'avoir à manger. Beaucoup de ces Camerounais ont quand même manifesté leur élan de générosité. Merci déjà d'abord à le président, M. Jean-Pierre Moukbeninga. Oui, le propriétaire de Vision 4. À vous aussi, et puis à tout le monde qui travaille ici, sans oublier Sébri et puis Maxime, pour le geste qu'ils font. Pas pour moi, pour tout le monde, parce que c'est pas seulement moi que vous aidez. On a créé nous-mêmes un forum de tous les gens. C'est pas 250, c'est 3600 Camerounais en Libye. 3600. J'ai dit 3600 dans 4 prisons. Et si sur 3600, vous n'enlevez que 130 en 2 mois, depuis le 12 octobre que nous avons été pris. Je ne peux pas oublier ce jour parce que c'est le jour de l'anniversaire de ma mère, ma femelle. Je ne peux pas oublier. À aujourd'hui, 250 seulement. 130 sur 3600. Il y a encore des choses à faire. Merci cette fois-ci Fabrice Manga d'être venu et d'avoir été l'invité de cette édition du 20h qui s'achève. Mesdames et messieurs, au nom de tous les équipes.
l'équipe technique et rédactionnelle. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas le rendez-vous tous les mercredis soirs du 21h, arrêt majeur avec Parfait ici, avec une question fondamentale. L'opposition peut-elle présenter un candidat unique à la prochaine élection présidentielle, celle de 2018? Émission à suivre absolument. Passez une magnifique soirée.